Alors, la deuxième chose que je voulais dire, frère Gaëtan nous en parlera un peu plus ce soir, c'est que, alors là je vais m'adresser plus à la partie chrétienne du groupe, donc les autres, vous continuez votre safari chez les cathos, vous essayez de regarder comment ça se passe chez nous. Les 2 jours qu'on a là, entre le 1er et le 2 novembre, sont des jours très importants. Hier, on a célébré le terme du voyage, c'est-à-dire que nous croyons profondément que nous sommes appelés par Dieu à le voir et à partager sa vie, que rien de ce qui lui appartient ne nous sera étranger, que tout ce qu'il a sera nôtre. Et parfois on peut se dire que Dieu est vraiment très gentil et il nous donne des petits morceaux de sa vie. En fait, il va nous donner l'intégralité de sa vie. Il n'y aura pas de différence entre Dieu et moi, sinon qu'il sera Dieu et que je serai moi, je resterai bien moi. Et la vie qui circulera entre lui et moi, ce sera la même. C'est comme si on avait une transfusion de sang, une transfusion de vie. Ce sera la vie divine et ma vie seront une même vie. On sera 2 êtres distincts et Dieu ne va pas nous noyer dans son être. On ne va pas perdre notre individualité. On ne va pas perdre tout ce qui a fait notre histoire dans l'amour. On va bien rester nous-mêmes. Et on sera les uns aux autres la garantie qu'on est bien nous-mêmes. On va retrouver ceux qu'on a aimés. Vous savez qu'au ciel, on retrouvera en particulier ceux que la charité, l'amour a mis plus proche de nous sur notre chemin. C'est la communion que nous connaissons ici-bas, un peu dans l'ombre, parce qu'on est encore un peu dans la caverne, elle sera plénière au ciel, et on partagera cette vision de Dieu. Et puis, nous croyons, ça fait partie de la foi catholique, que cette vision de Dieu, elle se prépare au cours de cette vie, elle se prépare activement, on en a parlé hier un peu avec les vertus, et que cette préparation, Dieu fait en sorte qu'elle puisse se faire jusqu'au moment qu'au cours de notre vie, on ait tout le temps qu'il faut pour se préparer à voir Dieu. Et on se prépare à voir Dieu par la charité, par l'amour. Qu'est-ce qui rend notre cœur capable de voir Dieu? C'est l'amour. C'est un peu ce que je vous disais hier en commençant. La qualité de nos opinions, l'intelligence de nos pensées n'auront aucun poids quand il s'agira d'aller voir Dieu. Dieu ne nous jugera pas selon la qualité prétendue de nos jugements, parce qu'en plus nos jugements ne sont pas grand-chose, même si on y tient beaucoup. Mais Dieu nous jugera à la qualité d'amour de notre cœur. Ce que dit Saint Jean de la Croix, le soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. L'amour que nous aurons eu pour Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour que nous aurons eu pour nous-mêmes, puisque nous sommes la première personne que Dieu nous invite à aimer. Et puis l'amour que nous aurons eu pour notre prochain. Et c'est un amour qui n'est pas un sentiment, parce que ça deviendrait vite une idée. Vous vous rappelez le scribe dans Astérix, je ne suis qu'amour. Alors, on ne peut pas être qu'amour, il n'y a que Dieu qui est amour. Mais en revanche, on peut aimer en posant des actes. Et si on ne s'est pas suffisamment préparé et qu'on veut voir Dieu, eh bien, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est ce passage entre la terre et le ciel. Un passage qui est un passage de souffrance parce qu'on sait que Dieu est là, mais on n'est pas prêt à le voir. Donc c'est une attente de purification où Dieu préparera notre cœur. Le purgatoire n'est pas obligatoire du tout, c'est une option. C'est une option. Le purgatoire, c'est ce qui nous fait prier pour les défunts. C'est-à-dire que nous prions pour nos défunts, nous ne savons pas s'ils sont en purgatoire ou au ciel. Nous espérons qu'ils sont au ciel, mais c'est entre les mains de Dieu, donc c'est de bonnes mains. Et la prière du jour d'aujourd'hui, c'est la prière pour les défunts. C'est-à-dire que les membres de vos familles ou vos amis qui sont partis pour le ciel, ils peuvent prier pour vous, mais pour avancer dans leur chemin, ils ont besoin de nos prières. Les défunts, ils se reposent sur la prière de l'Église. Si on n'était pas, si on était dans un monastère, aujourd'hui, on dirait 3 messes dans la journée pour les défunts. Alors, rassurez-vous, il n'y en aura qu'une, et elle n'est pas obligatoire. Mais on célèbre la messe pour les défunts pour que le Seigneur leur accorde le ciel. C'est vrai que c'est une grande différence entre le protestantisme et le catholicisme. Les protestants pensent que notre sort, après la mort, on entre au ciel où on refuse Dieu et c'est ça l'enfer, c'est la solitude choisie, la solitude sans Dieu, le refus de ce qu'on est en fait. Et l'Église catholique pense qu'en fait entre la terre et le ciel, le Seigneur offre
un lieu de rédemption qui implique à la fois une grande joie parce que Dieu est tout proche et une grande douleur parce qu'il n'est pas encore là. Et aujourd'hui, l'Église de la Terre prie pour cette Église qui est entre les deux. Alors, j'espère que je n'ai pas piqué toutes les idées de Frère Gaëtan pour son domaine ce soir. Mais pour ceux d'entre nous qui sont catholiques, je vous propose qu'on ait dans notre cœur tous ces noms, tous ces défunts, ces gens qui nous sont chers, parce qu'ils sont avec nous. Il y a un film qui nous sépare d'eux, un voile au Pâques, mais ils sont avec nous, et c'est la journée où on peut vraiment prier pour eux. Le jour des morts, c'était pas hier, c'est aujourd'hui. Alors, par rapport au topo d'hier, ce que j'ai essayé de vous montrer, je pense que vous avez bien compris, c'est que notre caractère est quelque chose de bien différent de notre tempérament. Le tempérament est quelque chose qui est reçu par nature et par culture, par l'éducation qu'on a. On a un certain tempérament. On ressemble à son père, à sa mère, à son grand-père. Certains d'entre nous sont plus facilement des solitaires, par exemple, et se reposent dans le silence et dans la tranquillité. D'autres sont plus des êtres sociaux qui ont beaucoup besoin qui rechargent leur batterie dans la relation aux autres. Et on a tous des tempéraments très divers. Certains d'entre nous sont artistes, d'autres sont des sportifs, parfois les deux ensemble, et c'est très varié. Mais on a un tempérament, et il y aurait un petit risque, c'est de se dire, moi vous me prenez tel que je suis avec mon tempérament tel qu'il est. Vous savez, c'est un petit peu le chantage parfois, c'est aime-moi tel que je suis, donc c'est ce que dit le mari qui bat sa femme. C'est comme ça que je t'aime, donc accepte-le. Ça c'est le tempérament. Et puis il y a le caractère. Le caractère c'est quelque chose de très différent, c'est quelque chose qui se forge par des actions. Vous savez qu'au début, lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument de musique, mes parents ont essayé avec moi, c'était avec un succès assez mitigé, mais ils ont commencé à apprendre un peu le piano, et au début, on fait des actes qui ressemblent vaguement à ceux d'un pianiste. C'est un peu l'horreur pour toute la maison. Le pire, c'est le violon, je crois. Quand vous avez une petite cousine qui apprend le violon dans l'appartement d'à côté, c'est l'horreur. Parce que c'est du crin-crin pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'elle tire une note aimable, et vous vous en rendez même plus compte, parce que vous n'en pouvez plus. Et pour nous, c'est un petit peu pareil. Il y a des actes qu'on pose qui sont un peu pénibles au départ, comme la marche, il faut se mettre en jambes, et qui petit à petit deviennent source d'un grand plaisir. Parce qu'on sait que ce sont des actes bons. Et en fait, notre vie, c'est une vie qu'on peut regarder avec beaucoup d'honnêteté pour regarder les domaines où nous avons des talents et certaines vertus. Par exemple, il y a des gens parmi nous, je suis sûr, qui ont une grande capacité d'écoute. Et c'est une capacité à développer. Alors, excellente capacité à développer, mais on sait bien que parfois la grande capacité d'écoute des gens, c'est la grande ruse pour ne surtout pas se livrer soi-même. Alors comment est-ce que je peux écouter avec attention et en même temps, sans être exhibitionniste, présenter un peu de moi-même? En fait, on a tous des petites avenues. Le monde dans lequel nous évoluons intérieurement, il reprend souvent un peu les mêmes avenues, c'est-à-dire nous revenons un peu au même comportement, certains qui sont bons et certains qui nous font souffrir parce qu'on se rend compte qu'ils nous rapetissent. Par exemple, c'est terrible, pourquoi quand je me lève du mauvais pied, je termine toujours dans ces espèces de pensées négatives qui m'intoxiquent et qui font que je suis incapable de profiter de rien pendant la journée. Alors, souvent on s'y habitue, on continue de garder une contenance sociale et puis on s'habitue à ce qu'à l'intérieur ce soit le chaos et la destruction. Et en fait, on peut repérer ça comme un des lieux de notre vie sur lesquels on peut travailler. C'est-à-dire, nul d'entre nous n'est condamné à vivre dans une négativité intérieure, par exemple. Nul d'entre nous n'est condamné à raconter des histoires où il se donne toujours le beau rôle, ou alors il exagère son rôle dramatique. Nul d'entre nous n'est condamné à l'auto-apitoiement. Et tous ces comportements auxquels on s'habitue, qui deviennent un petit peu les avenues de notre tristesse, ce sont des comportements dont on peut se libérer. Et ça se fait par des actions. C'était vraiment l'essentiel du topo. Il s'agit de trouver l'action juste qui est entre deux extrêmes. Par exemple, lorsqu'on a une tendance à l'auto-apitoiement, ça pourrait être les deux extrêmes, ça pourrait être l'extrême contraire, c'est la grandiosité.
Qu'est-ce qu'il y a entre la grandiosité et l'auto-apitoiement? Il y a une juste estime de soi qui se développe en considérant ses propres qualités, en les développant, en les pratiquant, ce qui donne petit à petit une expérience de soi-même qui est positive. Et il me semble que notre vie personnelle, elle peut se transformer par des actions que l'on choisit de poser quotidiennement. Alors là, je vais être concret d'une manière qui vous surprendra peut-être. Il me semble que lorsque vous êtes dans votre travail, on vous apprend à anticiper les mouvements du marché, les mouvements du client, les opérations qu'il va falloir faire pour que ça marche. Et lorsque vous arrivez au bureau, si vous êtes quelqu'un d'organisé, vous savez ce que vous allez faire dans la journée, puis vous êtes prêt à accueillir aussi l'imprévu, les mails qui vont tomber, tel collègue qui est absent, etc. Et vous allez faire avec cet imprévu. Mais vous n'arrivez pas au bureau en n'ayant absolument rien pensé. C'est comme un professeur, moi j'ai pas mal enseigné. On peut une fois dans l'année, parce que vraiment on n'a pas pu faire autrement, arriver les mains dans les poches, mais on ne peut pas faire ça tous les jours, c'est impossible. Il faut qu'on ait prévu son cours et ce qu'on va enseigner aux enfants, aux élèves, aux adultes. Eh bien, il me semble que dans notre journée, on peut placer un certain nombre d'actions qui sont des actions par lesquelles on lutte contre cette tendance à parcourir les avenues de la tristesse en posant une action contraire. Alors, un exemple tout simple, c'est par exemple la manière de se lever le matin. Ça paraît vraiment très simple. Mais l'expérience universelle montre que traîner dans son lit, ça vous prépare une journée pas géniale. Et qu'en fait, s'obliger le matin à se mettre un réveil, ça ne veut pas dire qu'on se prive de sommeil, hein. Mais au lieu de dormir 8h48, on peut peut-être dormir 8h30 ou 7h30, ne pas traîner les dernières minutes dans son lit et se lever avec un objectif. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis qui font ça, qui se lèvent le matin. Ils commencent par, ceux qui sont chrétiens, se mettre à genoux pour faire une prière, ou ils commencent par prendre leur douche et ils ont un temps de pleine conscience, de mindfulness, un temps de méditation. C'est-à-dire, on sait que le matin, on va commencer par quelque chose qui nous fait du bien. Et on peut tous identifier une activité qu'on peut faire au saut du lit, ou juste après sa douche, qui nous fait du bien. Et on peut se contraindre à y passer 10 minutes ou un quart d'heure, ou 20 minutes. Et oui, c'est très curieux, la difficulté que nous avons à poser des actions qui nous font du bien. C'est-à-dire qu'on est capable de poser des actions qui nous font vasouiller, par exemple rester dans son lit en se disant « Oh, ma vie est un enfer, encore un matin ». Enfin, une espèce de Sarah Bernhardt, tous les matins, c'est le drame. Alors qu'en fait, on peut se lever et faire une action qui est bonne. Par exemple, si vous vivez en couple, vous pouvez vous lever, préparer le café, tout simplement. Je prépare le café pour toi et pour moi, parce que ça va nous faire du bien, avoir un café préparé. Et pas de se demander pendant 2 heures, t'y vas ou j'y vais. C'est le truc un peu... où la journée commence déjà sur un chantage et une manipulation. Non, j'étais hier. Ensuite, il y a les comportements habituels qu'on a. Vous savez que vous allez pouvoir appeler votre mère ou votre père. Et vous savez comment ça se termine, parce que le script est déjà écrit dans ces conversations quand elles ne sont pas préparées. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez dire et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas dire? Quelles sont les choses dont vous voulez parler? Vous allez me dire, oh, c'est un peu compliqué. Non, non. Il s'agit juste de préparer. On peut faire une petite liste sur du papier. Voilà les sujets que j'aborde avec maman et les sujets que je n'aborde pas. Voilà les sujets où je vais botter en touche, si ça se passe. Et en fait, à force de... D'abord, quand vous êtes dans cette disposition-là, il y a quelque chose d'immédiat qui se passe, c'est que la personne en face sent que vous n'êtes pas pareil. Vous fermez certaines possibilités. Et vous dites, vous savez de quoi vous voulez parler, vous pouvez même commencer comme ça. Il y a 2 choses dont je vais te parler aujourd'hui, tiens, j'espère que ça va bien, tout ça, mais il y a 2 choses dont je vais te parler, là et là. Et toi, comment vas-tu? Et puis, il faudrait que je raccroche dans 3 minutes, si par exemple la relation est compliquée avec vos parents. Il se peut aussi que vous vous disiez, j'ai une vie qui est quand même assez centrée sur moi, mais je suis sûr que vous avez tous une grand-mère, un vieil oncle ou une vieille tante dépressif, quelqu'un avec qui vous ne partiriez pas en vacances, ce qui n'est vraiment pas drôle, mais qui aurait besoin de compagnie. Eh bien, on se dit, une fois par jour, je passe un coup de fil, j'envoie un email, j'écris une lettre à quelqu'un qui en a besoin. C'est-à-dire, je ne me centre pas sur moi, je me centre sur quelqu'un d'autre. Vous savez que les personnes âgées en particulier aiment beaucoup les vraies lettres. Vous savez, une lettre, c'est une feuille de papier pliée en 3 ou en 4,
qui forment un parallépipède qu'on met dans une enveloppe et qu'on envoie en l'ajoutant dans une boîte jaune. C'est extraordinaire. Vous mettez ça dans une boîte jaune et ça arrive dans la petite boîte de la personne, de votre interlocuteur. C'est merveilleux de recevoir une lettre et c'est merveilleux de l'écrire. Le talent épistolaire, c'est quelque chose qui se perd avec les emails, malheureusement. En tout cas, qui se développe moins. Mais c'est une action qu'on peut faire dans la journée. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je continue de me sentir pas très bien. Oui, mais en fait, ma vie, elle ne va pas être jugée selon mes feelings, selon ce que je ressens. Ce sera mes actions. Et quand vous avez passé votre journée à poser quelques actions, il ne faut pas en prévoir 50. Il faut en prévoir minimum 2 ou 3. Et puis, petit à petit, on s'habitue, on se crée des forces et on s'habitue à... Il y a des choses qui deviennent spontanées, donc on peut rajouter des choses nouvelles. Mais à la fin de votre journée, quand vous vous mettez au lit et que vous vous dites, juste avant de vous... Parce que c'est bien avant de se coucher, oui, même si on n'est pas chrétien, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Par exemple, moi je ne me couche jamais, sauf hier, je ne suis pas très content, sinon hier je l'ai fait hier, je l'ai fait mais j'étais complètement dans le gaz, sans écrire une liste de gratitude pour la journée. Ce sont les belles choses qui sont passées aujourd'hui. Mais ça change la vie de se coucher sur une liste de gratitude, vous voyez, parce qu'on peut toujours dire à la française, oh l'enfer, j'en peux plus, ma vie n'est pas la pire. Alors c'est génial pour se coucher, vous voyez, parce qu'après on s'endort là-dessus et on se réveille le matin en disant encore un matin. Donc, faire une liste de gratitude. Faire, je ne sais pas, le garçon se faire 3 fois 30 pompes dans la journée, par exemple. Que sais-je. Par exemple, si vous avez un problème avec la nourriture, les filles, faites des, je sais pas, des... Je suis très gracieuse. Si vous avez un problème avec la nourriture, c'est rare qu'on ait un rapport neutre à la nourriture parce que c'est un lieu pour combler le vide intérieur qui est quand même assez spectaculaire. On est capable de manger 500 grammes de haricots un soir, on n'a pas le moral devant une série. Donc vous savez qu'elle est absolument débile. Mais et que vous n'aurez pas de vos amis sachent que vous la regardez, mais vous la regardez quand même. Et je ne parle pas d'expérience, moi je regarde que des bonnes séries. Je n'ose pas vous dire les titres parce que vous allez me laisser de rendre mes tâches pour le reste de la journée. Sans haricots. Parce que par exemple, par rapport à la nourriture, on peut se fixer une manière de manger, une manière de boire. Bref, tout ça, ça peut vous sembler très simple et d'éducation enfantine, mais il faut qu'on soit conscient qu'en fait, psychologiquement, tous les lieux sur lesquels on n'a pas travaillé, nous sommes des enfants. Vous voyez, par exemple, ne pas regarder d'écran 1 heure avant de se coucher, ça a l'air idiot, mais en fait, ça aide à dormir. Comme des enfants. Et en fait, si on n'a pas la bienveillance et la bonté de se regarder soi-même comme un enfant, on a sur soi des exigences d'adulte, alors qu'on a un comportement d'enfant. Donc on a une vie qui est clivée entre ce qu'on pense devoir vivre et puis ce qu'on vit effectivement. Et ça, c'est source de honte et de manque de confiance en soi, parce qu'il y a ces domaines de ma vie que je n'ai pas abordés. Alors aujourd'hui, pendant la marche que nous allons faire, ce sera un des exercices qui vous sera proposé, c'est de voir quels sont les lieux où j'ai plutôt un talent, quelque chose qui me fait grandir, que je peux développer. Et puis quels sont les chantiers de ma vie sur lesquels je peux travailler, et très concrètement, puisqu'encore une fois la vie ce sont des actions, quelles sont les actions que je peux poser pour remonter la pente de quelque chose. Et on n'est pas tous des meurtriers, hein, mais on a tous une petite part sombre, une petite part obscure, immature. On a tous une part d'immaturité qui doit être travaillée. Quels sont les lieux où mon immaturité peut être travaillée? Et il me semble que c'est très important et ce n'est pas un risque qu'on court ici à la Francis. Parfois, dans le monde catholique, on se dit, oui, mais moi, mes idées sont bien en place, ça va bien. Mais ça ne fait pas des gens mûrs. Ça fait des gens remplis de certitude, mais ça ne fait pas des gens mûrs. Les gens mûrs, c'est des gens qui connaissent les chantiers de leur vie, par exemple. Ils savent ce qu'ils ressentent, ils savent quels sont les comportements un peu limites dans lesquels ils peuvent tomber, et ils savent quelles sont les actions qu'ils peuvent poser pour les travailler. Alors pour ça, je vais vous faire un petit schéma, c'est pour répondre à la question d'hier sur ça va, vous ennuyez pas trop ou pas? Parce que parfois quand j'entends ça de ma voix, je me dis, mais qui est le mec qui parle? J'en peux plus d'entendre son ton. Alors, pour répondre à une question qui était posée hier sur les 12 étapes, je vais vous indiquer un petit truc. Quel est le stylo qui marche le mieux? C'est
Le rouge? Super. Alors, celui-là marche pas, super. Super, merci beaucoup. Alors, c'est les trois cercles. Alors, comme je suis très snob, je vais le dire en anglais parce que il n'y a pas de traduction en français, donc en tout cas, je ne la connais pas. J'arrive jamais à faire un cercle. Alors, ce cercle, on va l'appeler inner circle, le cercle intérieur. Okay. Dans ce cercle intérieur, on mettait tous les comportements dont vous savez qu'ils sont pour vous des impasses. Alors, dans ce inner circle, vous pouvez mettre les pensées négatives. Pas les pensées négatives spontanées, mais celles qu'on entretient. Ah, le salaud, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, ça veut dire qu'il a parlé à Joséphine. Et cette salope. Vous voyez comment ça fonctionne, le petit truc qui se met en route. Les pensées négatives. Outre-manger, comme on dit. Regarder Internet après 9h du soir. Outre-manger, les outre-mangeurs, c'est une traduction française que je trouve très jolie, parce que ça dirait des ogres. C'est ceux qui ont un rapport à la nourriture compliqué. Me boire mon petit scotch tout seul le soir, et puis le premier scotch, le deuxième scotch, et puis le troisième que je prends avec mon somnifère, comme ça je suis sûr de bien dormir. Vous pouvez voir un petit peu tous les comportements qui sont la zone no-go de notre vie. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, tracer ce cercle intérieur, et on ne peut pas le faire en une journée, mais on peut se dire progressivement, bon, voilà les zones où je ne veux pas aller. Et en particulier les actes. Les pensées, c'est compliqué. Mais les actes, quels sont les actes que je ne veux pas poser? Et puis vous pouvez tracer un second cercle, alors ça rate tout de suite parce que je ne suis pas bon à la clé. Un cercle qu'on va appeler le cercle middle circle, le cercle intermédiaire, dans lequel vous allez marquer les activités qui ne sont pas mauvaises, mais dont vous savez qu'elles peuvent être un peu une pente glissante. Par exemple, traîner au lit le matin. Je dis ça comme exemple, mais vous pouvez trouver des tas d'autres choses. Traîner au lit. Ça peut être parler trop longtemps à ce copain ou à cette copine dont je sais qu'il va me déprimer au bout d'une heure et me pomper mon énergie. Je mets rencontrer X. Qu'est-ce que vous mettriez dans le cercle du milieu, le cercle intermédiaire? Prenez l'exemple généraux. Boire plus que de raison, par exemple. Je ne peux pas savoir Internet. Pardon? Je ne peux pas savoir Internet. Procrastiner. Internet avant 21h. Ensuite, vous voyez, c'est très manifeste que ça va dépendre de chacun. Il y a des gens pour qui c'est pas gênant de regarder Internet après 21h ou avant 21h. Souvent, il me semble qu'une heure avant de se coucher, c'est pas mal d'avoir pas d'écran en fait. Parce que ça, on se repose, on peut écrire, je passe mon journal. Allez, deux derniers exemples. Fumer. C'est pour ça. J'insiste que chacun peut trouver ses... Oui, c'est pas des lieux. Concrètement, vous n'avez pas honte, vous procrastinez, vous dites ouais, je procrastine. Mais les trucs du cercle du milieu, vous n'avez pas trop que vos copains vous voient. Mais vous n'en parleriez pas. Cercle intermédiaire, c'est des trucs qui se font. Et puis il y a le cercle extérieur, donc c'est tout le reste en fait. Vous connaissez l'histoire de l'ivrogne de la place de la Concorde? C'est une très jolie histoire, c'est que pendant la guerre, il y avait un ivrogne à la place de la Concorde. Et vous savez qu'il y a autour de l'obélisque, il y a des grilles. Et il s'accrochait aux grilles en tournant autour des grilles de l'obélisque en disant « Je suis prisonnier, venez me libérer, venez me libérer ». En fait, il ne voyait pas qu'il y avait tout l'espace libre derrière, mais il regardait que la grille. Alors, nous aussi, on a tout le reste. C'est quelles sont les activités qui vous font du bien? Donnez-moi des exemples. Le sport. Tennis. Le sport, alors ça,
Chanter. Chanter. Qui a dit procrastiner? Manger des bonnes choses. Manger des bonnes choses. Mais par exemple, je mets voir des amis, mais concrètement, vous faites comment? On organise un dîner. On organise un dîner, on s'appelle, ça se prévoit, etc. Quand on écrire à tante Bidule, qui n'est pas très drôle, mais c'est pas que ça m'éclate, mais je sais que je fais une chose bonne ce jour-là. Écrire une carte postale. Aller à la Francis. Aller à la Francis. Alors, on va mettre dans le cercle intermédiaire la vanité. Faire des compliments. Je ne prends pas de solution. Et alors, il me semble que quand vous regardez votre journée, vous pouvez, avec ce petit schéma qui a été créé par les alcooliques anonymes, c'est que les alcooliques anonymes, le comportement qu'ils mettent au centre, c'est de boire, tout simplement, parce qu'ils ne boivent plus. Et ils acquièrent une lucidité sur eux-mêmes qui est très forte, parce qu'ils savent, là, je suis dans mon cercle intermédiaire. Je fais une activité dont je sais que tôt ou tard, elle me mène au cercle intérieur. Et donc, je sais que si je suis en train de m'inquiéter indéfiniment par vanité de savoir ce que les autres pensent de moi, je sais que ça m'emmène dans un lieu que j'aime pas, et quand je me couche, je me sens un peu merdeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand je suis par exemple tenté de boire trop, eh bien, je peux planifier dans ma journée un moment de sport, ou un moment de yoga, ou un moment de ce que vous voulez, par lequel je remplace une activité par une autre. Donc il faut des stratégies d'échange par lesquelles ce qui est dans mon second cercle, je le délaisse pour passer au premier cercle. Vous voyez, c'est dynamique. Et la vertu, elle va s'acquérir en posant ces actes par lesquels, peut-être qu'il y a des jours où on ne se sent pas bien. C'est un truc qu'il faut accepter, c'est qu'on se couche le soir et on a passé une journée à se sentir... j'ai pas un langage assez châtié pour le dire, mais à se sentir pas bien. Oui, je me suis senti pas bien. So what? J'ai fait les actions que je voulais faire. C'est que quand je me couche le soir, ma journée ressemble à ce que je voudrais qu'elle soit. Et la division fondamentale de notre vie, c'est 24 heures. Et ce dont je suis responsable, ce sont les 24 heures dans lesquelles je suis. Hier n'existe plus, demain n'existe pas. Qu'est-ce que je veux mettre dans ces 24 heures? Est-ce que je veux mettre le cercle intérieur, le cercle intermédiaire ou le cercle extérieur? À quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble? Eh bien, je le saurai en sachant ce que je mets dans 24 heures. Ok? Alors ça, c'est le constat initial des 12 étapes des alcooliques anonymes. Je ne vous fais pas tout le reste. Et il me semble que ce que l'alcoolique et l'addict nous montrent en grosses lettres, c'est ce qui est écrit en petit dans nos vies à tous, parce qu'on a tous ces 3 cercles qu'on peut tracer. Et moi, je vous invite à le faire et à en faire une hygiène de vie quotidienne. C'est-à-dire, ça implique une certaine discipline. Au départ, c'est un petit peu exigeant, mais c'est pas compliqué. Et en posant des actions simples, c'est pour ça qu'on vous suggérait d'écrire une lettre à votre grand-mère ce soir, eh bien, on peut se retrouver dans un petit à petit, par exemple, faire du sport, chanter, etc., deviennent des lieux refuges immédiats qui nous font du bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il faut aller assez vite, on va terminer alors. Bon, tout ça pour dire en résumé et conclusion, et vous avez remarqué que je répète un peu, mais c'est pour qu'on comprenne, c'est que la grandeur que je veux acquérir, vous avez compris qu'elle vient de l'estime que j'ai de moi-même. Plus je me connais et plus je m'estime, c'est pas plus je me sens, vous voyez, parce qu'on peut se sentir bien ou mal, ça on n'y peut pas grand-chose. Mais je me connais, je sais que je pose des actions qui font que ma journée, j'ai pas honte, je peux me regarder dans la glace et je peux regarder les autres. Je suis pas Bill Gates, je suis pas une star, mais ce que je fais c'est bien et je suis content de moi le soir. Pas outre mesure, juste content parce que... Et comment mon contentement se mesure? À la qualité objective de mes actions. Plus je suis dans ce comportement-là, plus mes actions changent, plus mes comportements changent, plus mon caractère change.
et c'est quelque chose qu'à nos âges, on peut tout à fait acquérir, qu'on peut tout à fait faire grandir. Et c'est ça qui va me donner un sens de ma grandeur, qui fait que si je suis, c'est ce que dit l'Évangile, si celui qui a été fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grandes encore. Et celui qui s'est montré infidèle dans les petites choses, même celles-là lui seront enlevées. C'est-à-dire, plus on se rapetisse, plus on se rapetisse. Si on est fidèle dans les petites choses, on va grandir et on va être capable d'une grandeur qui ne sera pas de la grandiosité, mais qui sera une vraie grandeur personnelle qui sera différente pour chacun. On va faire une question ou pas? On peut prendre quelques questions. Oui. Je suis d'accord avec le risque, ça peut être de la culpabilité si je mets des objectifs trop grands par rapport à ce qui est possible pour moi, et que l'idée, ça peut être que de mettre des petits objectifs que je vais être capable d'atteindre petit à petit d'avancer. Sinon, je vais culpabiliser en disant, quand même, finalement, ça va aller faire inverse. C'est très juste. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs réalistes, parce qu'on peut être très fort pour se mettre la pression. Et il me semble que, je ne l'ai pas mis dans le cercle extérieur, mais c'est symptomatique, parce que même moi-même, j'ai du mal à le faire, c'est être bon avec soi-même, être bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire, il y a des moments où on se rend compte qu'on est atroce avec soi-même, c'est-à-dire, si on était le diable, on ne se parlerait pas de manière différente, quoi. T'es atroce, t'es nul, t'es ceci, t'es cela. Et en fait, on peut être bienveillant avec soi-même. Tu veux dire quelque chose? Ah, voilà, j'ai fini. En fait, du coup, là, je reviens sur le boulot de coach, mais il y a le mot SMART que je trouve pas trop mal pour un objectif spécifique. Donc, c'est pas un truc type là, on est précis, mesurable, que tu puisses évaluer, atteignable. Donc, du coup, c'est ce que vous disiez, il faut quelque chose qui soit que tu puisses atteindre, le réalisme, et temporellement défini. Donc, du coup, c'est bien de dire demain ou après-demain ou dans un mois, parce que sinon, ça risque de glisser, quoi. Donc, bon. Ça peut être un repère. Oui, en fait, je pense que toutes ces manières de voir se rejoignent, c'est qu'en fait, ce qui change la vie, encore une fois, c'est l'action, c'est pas les idées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Romain? Oui. Tu as beaucoup parlé de planification. Oui. Mais la planification, le passage à l'acte, en fait, il y a quand même un gap. Donc, comment on peut essayer d'avoir des, je sais pas, s'il y a des techniques pour justement passer. Pour faire ce qu'on a décidé de faire. Exactement. Alors là, je peux pas. Les alcooliques anonymes ne sont pas un mouvement chrétien, c'est un mouvement spirituel, mais pas chrétien. Et ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a un don d'une puissance supérieure pour vraiment se rendre compte que maintenant, il faut que ma vie change. Alors parfois, il y a des choses qui aident, c'est les échecs, les déboires qu'on peut rencontrer, le fait qu'on en a marre d'en avoir marre, qu'on veut que ça change. Des moments qui sont, en anglais, ils appellent ça to hit the rock bottom, c'est-à-dire un moment où on touche le fond. Et on se dit, maintenant, c'est fini, je ne veux plus que ça se reproduise. Et ça donne la force de poser quelques actions concrètes dans la journée, c'est-à-dire se dire je vais le faire. Et alors ça c'est très important, ce que tu soulignes, c'est que ma vie est entre mes mains. Si je ne pose pas ces actions, je n'aurai pas de résultat. Et ce ne sera pas la faute de la vie, ce ne sera pas la faute du monde qui est contre moi, ce sera la mienne. Donc j'ai une responsabilité qui n'est pas de changer en un clin d'œil, mais d'accepter humblement de poser des petites actions quotidiennes. Et c'est très frappant chez les alcooliques anonymes parce qu'ils ont un problème beaucoup plus gros que le nôtre. C'est des gens qui sont en train de mourir à cause de l'alcool. Comment ils s'en sortent? Pas par leurs idées, mais en posant chaque jour un certain nombre d'actions qui les font passer du cercle 2 au cercle 3. Par exemple, les alcooliques anonymes, ils doivent passer tous les jours 3 coups de fil à d'autres alcooliques anonymes pour leur dire comment ils se sentent, qu'est-ce qui est difficile pour eux et qu'est-ce qu'ils vont faire de bien aujourd'hui. Et 3 fois par jour, ils font un check de voilà où j'en suis. Alors on se dit mais c'est quand même pas extraordinaire, c'est contraignant, mais c'est pas... En fait, par ces actions simples, ils sortent de l'alcoolisme, qui est une maladie qui tue, qui est une maladie terrible. Et oui, c'est une maladie qui est spirituelle au fond, qui touche l'esprit, pas simplement le corps. Ça touche le corps, la psychologie et l'esprit. Donc, comment se mettre à passer à l'acte? En réalisant, en fait,
est-ce que je veux que ma vie change? Et oui, pendant ces 3 quarts d'heure de marche qu'on aura en silence, c'est une question à se poser, c'est-à-dire, est-ce que je veux continuer à être au fil de l'eau? Ou est-ce qu'à un moment, je me dis, aujourd'hui c'est le jour des morts, c'est pas mal de se rappeler que la vie n'est pas éternelle. Et que ma vie à 50 ans, elle va ressembler à ce que j'en fais aujourd'hui. Moi, je vous invite à penser qu'on n'est pas dans un grand jeu, en fait. On a chacun qu'une vie et ça vaut le coup de penser.